Bonjour chers télénautes pour ce nouveau numéro de Diagonale TV sur Canal Web avec notre ami Éloi Relange, le jeune grand maître. Bonsoir Bertrand, bonsoir à vous amis internautes. Alors cette semaine, une émission chargée puisqu'on a 3 rubriques. Nous avons une première rubrique avec l'événement de la semaine, le Grand Prix du Sénat Canal Web. Après, une analyse avec toi Éloi pour la grande partie du Grand Prix du Sénat. Et enfin, l'actualité de la semaine avec, surtout, on va pouvoir annoncer le tournoi de Sarajevo. Alors, on commence par la première rubrique, l'événement de la semaine, c'était le Grand Prix du Sénat. Éloi, comment ça s'est passé? Eh bien, donc nous allons lancer la rubrique, la première rubrique de ce diagonale, l'événement de la semaine. Alors l'événement de la semaine, c'est bien entendu le Grand Prix d'échecs du Sénat, avec donc les fameux 4 joueurs qui ont été qualifiés par l'organisation diagonale. Disons les 4 joueurs ont été sélectionnés, avec évidemment la grande star du tournoi, c'était Boris Spassky, qui est notre champion du monde, de 1969, le grand Boris. Il y avait également le numéro 4 mondial Alexei Chirov, le numéro 1 français Joël Lautier, et Arnaud Auchard, le coup de cœur diagonal, qui était là pour tenter sa chance dans toutes les situations. Alors, je crois qu'il faut quand même dire quelques mots de ce tournoi du Sénat, de cette organisation, et en même temps le mettre en perspective par rapport au tournoi de Bordeaux, donc, qui avait été créé par Stéphane Laborde, qui n'est pas là ce soir, mais qu'on embrasse, qui est à Bordeaux, et qui est, en réalité, on essaye de monter à Canal Web maintenant, véritablement, tout un circuit. Oui, alors ça c'est l'objectif, de faire un diagonal tour avec Canal Web, avec Diagonale. Là effectivement, il y a eu le Grand Prix de Bordeaux, maintenant on sait le faire, ça fait 4 ans que ça dure et que ça se pérennise. Là il y a cette première chose au Grand Prix du Sénat. Effectivement, l'objectif étant de faire un circuit de 4 grands tournois avec évidemment une belle finale qui intégrerait Garry Kasparov. C'est des projets. Pour l'instant, donc l'actualité de cette semaine, c'est quand même le Grand Prix du Sénat. Et donc, une belle prestation, en tout cas, beau premier match d'ouverture, le match Spassky contre Arnaud Auchard, qui commence par égalité à répétition. Oui, alors on va déjà redire peut-être en quelques mots que ça se passe demi-finale-finale, il y a 4 joueurs, et c'est comme au tennis, c'est-à-dire que c'est la mort subite si on perd. C'est un système coupe à élimination directe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu, on ne peut plus gagner le tournoi, il n'y a pas d'issue de secours. Donc là, premier match, Boris Spassky rencontre Arnaud Auchard, très chaud, puisque les deux joueurs sont très forts tous les deux et à peu près d'un niveau équivalent. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu la chance au début, le tirage au sort, qui avait été tiré en direct ici, a fait 2 matchs à peu près équilibrés, puisqu'il y avait le match Spassky-Auchard, 2 joueurs qui sont un peu plus à 2500, un peu plus de 2500 points L aujourd'hui, et 2 joueurs qui étaient à 2007-2006, donc assez équilibrés. Et c'est vrai que certainement, il y avait une certaine pression sur les 2 joueurs, parce que Spassky, finalement, il joue peu maintenant et il a envie de montrer quand même qu'il reste encore quelque chose du grand Spassky. Et puis pour Auchard, c'est un joueur sympathique. Ça faisait une dizaine d'années qu'il courait après le titre de grand maître. Et il vient de l'avoir, enfin tout au moins il va l'avoir dans les semaines qui viennent. Et c'est pour lui une chance effectivement de jouer devant un public nombreux. Oui, très nombreux, puisque la salle était complètement pleine au Sénat. Il y avait 250 personnes qui étaient là en permanence pour tous les matchs. Donc effectivement, c'était chaud, match très chaud. Ça commence 2 joueurs quand même assez solides. Boris Spassky est reconnu pour son humeur pacifiste, son humeur gentille et sympathique. Arnaud Auchard également. Donc ça commence tranquille. Bon, Boris Spassky obtient une position gagnante qu'il ne transforme pas. Première partie nulle, deuxième partie nulle. Donc blitz de départage. Alors là, oui, le blitz, c'est difficile, puisqu'on vous le rappelle, c'est 5 minutes au début. D'abord, il y a deux pénaltys. On va dire les blitz, c'est les pénaltys dans cette formule, où chacun a 5 minutes. Et évidemment, ça devient très dur, parce que l'intuition joue un plus grand rôle. Oui, ça c'est les blitz, toujours moment très tendu, très chaud, puisque la gaffe est quand même vite arrivée, quand on réfléchit très peu.
Et là encore, nouvelle égalité, 2 blitz nuls, et là on arrive à la grande, au dénouement. Ah bah là on a une anecdote, parce qu'effectivement à un moment donné il faut que ça s'arrête, c'est comme dans un match de football ou un match de tennis, il faut un tie-break, en réalité c'est le tie-break, et on a trouvé une solution, on ne sait pas si c'est la meilleure, hein, mais c'est-à-dire que les Blancs doivent gagner, ils ont 5 minutes, et les Noirs n'ont que 4 minutes, mais s'ils font nul, ils gagnent. Alors, c'est évident, on ne sait pas si c'est vraiment équilibré. Dans un premier temps, l'arbitre Sacha Ladizic tire au sort, Arnaud Auchard le gagne, il choisit d'avoir les Blancs, mais en réalité il n'a pas très bien compris le système, et puis il change, et puis raconte-nous la fin. Oui, alors finalement Arnaud Auchard n'avait pas tout compris, il a été pris de court, il ne savait plus trop quoi faire, et finalement, donc sportif, il a dit non mais je joue pour gagner, je vais donc prendre les Blancs dans cette partie, il a pris les Blancs, et là, est tombé sur un os, puisqu'effectivement, aller chercher Boris Spassky quand on vient de faire 4 nuls, que l'ambiance est quand même annulante, pacifiste et égalitaire, c'était un peu chaud de choisir les Blancs. C'était très sportif de sa part, mais malheureusement, il n'a pas réussi à passer la muraille Boris Spassky, donc partie nulle, et qualification du champion du monde 1969, le mythique Boris Spassky, qui a joué contre Fischer. Voilà, tout à fait. Alors après, la deuxième demi-finale, c'est, on va dire, 2 gladiateurs des échecs d'aujourd'hui, c'est-à-dire Chirov, qui est numéro 4 mondial, qui est quand même l'un des plus forts joueurs au monde actuel, et puis Lautier, qui est aussi c'est un dur sur l'échiquier. Bien entendu, Lautier est très fort, très concentré toujours, très entraîné aussi, puisqu'il joue au Melody Amber depuis des années, donc entraîné en semi-rapide. Mais effectivement, Chirov, en ce moment, c'est vraiment l'homme en forme, hein. C'est la massue, vraiment le colosse des échecs actuels. Il remporte tous les tournois qu'il joue. Dès qu'il joue un match, il gagne sur le score de 1,5, 1,5. Il gagne tous ses matchs pratiquement. Donc c'était un match très très dur pour notre numéro 1 français. Et il n'a pas démérité, puisque dans la première, il a fait nul avec les Noirs assez facilement. Et avec les pièces blanches, je pense qu'il a fait une gaffe due à la pression au temps. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu, c'est Dame B6. On ne pourra pas voir la partie puisqu'on en a choisi une autre. Mais la force de Chirov, c'est qu'il est très en forme. Donc, il met aussi en compétition. On met la pression au temps, à la pendule. On joue en 25 minutes, on le rappelle. Dans cette position, à un moment donné, on veut pas être trop technique, mais Joël avait joué un système compliqué contre la Grunfeld, un système où on pousse ses pions, on prend le centre, où il a effectivement certainement pris une bonne position à un moment donné, mais qui demandait beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Il a gaffé. Il a fini par gaffer, donc Chirov, une fois de plus, gagne un beau match, 1,5, 1,5. Et donc là, on arrive vers un match pour la 3e place, donc franco-français, Arnaud Auchard contre Joël Lautier. Oui, alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'effectivement, Arnaud est passé très près de l'exploit. Parce que je ne sais pas si c'était un exploit de battre Spassky aujourd'hui, c'est pas le Spassky il y a de ça 30 ans, évidemment. Mais pour lui, ça aurait été bien. Il était passé. Je crois que le lendemain matin, il était quand même très fatigué. Alors, il a joué contre un joueur, Lautier, qui est plus fort que lui. On ne peut pas aller contre ça. Et en plus, il était certainement fatigué. Oui, Arnaud Auchard, c'est quand même un homme qui vit la nuit. Principalement, il travaille la nuit. Donc là, il a eu du mal à se mettre dans le rythme de ce tournoi. Le premier match étant l'après-midi, ça allait. Le deuxième match étant à 10h30 le matin, ça a été assez difficile de se mettre en condition, d'être bien chaud pour le matin. Et donc, effectivement, c'était délicat contre Joël Lautier. Pourtant, il a passé de bonnes nuits, je crois. Il a passé une très bonne nuit. Il était quand même à l'hôtel Raphaël, partenaire du tournoi, donc qui est à deux pas de Canal Web, puisque c'est au 17 avenue de Kléber. Voilà. Donc il a passé des excellentes nuits probablement, puisque c'est quand même un très très bel hôtel. On peut dire peut-être 2-3 mots sur les gens qui nous ont aidés. Alors évidemment, Canal Web, c'est la télé qui croit aux échecs avec cette émission, avec des émissions d'initiation, ça vous le savez. C'est le Sénat qui, je crois, a envie de jouer la carte des échecs parce que justement il y a Canal Web, parce que c'est le mariage d'une institution plus d'une start-up, et puis en l'occurrence les banques populaires. Une banque, c'est ce qu'il nous fallait, non, mais enfin qui ont joué le jeu, et je crois que comme le tournoi s'est bien déroulé, je pense qu'on les reverra. Oui, tout à fait. Donc ça, évidemment, c'est bien entendu nos futurs partenaires pour l'année prochaine, si le circuit Diagonal Tour venait à avoir lieu. Arnaud Auchard a passé de bonnes nuits chez notre partenaire, le Raphaël. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Il perd donc ce match, se retrouve donc 4e. Joël Lautier est 3e. Et on arrive à la grande finale, le match merveilleux qui fait rêver, puisque Boris Spassky, l'ancien champion, Alexei Chirov, l'homme des temps modernes. Une belle affiche en tout cas. Alors, je crois qu'il faut d'abord dire qu'il y avait beaucoup de monde. On avait une salle de 250 personnes, elle était pleine. Il y a eu des gens très bien qui sont venus, je crois, toujours avec une qualité d'écoute, avec de l'animation, des commentaires, à l'aide de casques à infrarouge. C'était une belle fête. Et je crois que les gens étaient contents de voir le vieux champion qui était, je crois, il était là avec sa femme, son fils était là.
Hein, son fils a 20 ans, donc il n'a jamais connu du temps de sa gloire. Et puis Chirov était venu aussi avec sa femme. Et puis Chirov, lui, bon, il est numéro 4 mondial. En réalité, il est en ligne de mire Kasparov, donc il n'a pas le droit de perdre. Oui, effectivement. Mais enfin, le public avait clairement choisi son camp, puisque il y avait beaucoup de fans de Boris Spassky, puisqu'il est maintenant français, qu'il est très populaire ici. Et donc, le cœur du public battait pour Boris. Mais il semblerait que malheureusement, ça n'ait pas suffi. Boris s'incline dans la première partie. Et dans la deuxième, la partie qu'on va commenter tout à l'heure, il obtient une position probablement gagnante. Alors, gagnante, on va l'analyser avec toi, Eloi. C'est-à-dire que nous, évidemment, c'était une position en tout cas très difficile, où il a gagné une pièce. Mais c'est là où on a vu aussi la force d'un Chirov aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a réussi tout le temps à compliquer, il a gagné des pions pour la pièce, il n'a jamais laissé Boris exprimer sa pièce de plus. Oui, ça c'est la marque des grands champions quand même, voilà. parce qu'effectivement, avec une position quasiment désespérée contre un ex-champion du monde, Boris Spassky, réussir encore à y croire, à se battre et finalement à arracher ce demi-point synonyme de victoire, c'est quand même un bel exploit. Donc là, effectivement, donc, un très beau tournoi, et vous pouvez bien entendu venir le revoir sur les différés de Canal Web. Tous les matchs sont archivés un par un, donc vous avez le match en vidéo, le fichier PGN sur la plate à côté, et les commentaires de Jean-Luc Chabanon et Jean-Claude Moin, qui étaient très très bons aux commentaires. Oui, surtout, ils étaient très bons, vifs, ils ont essayé d'être techniques en même temps d'être pas trop compliqués, et puis ils ont été aidés par les champions, il faut les remercier. Aussi bien Joël Lautier, aussi bien qu'Arnaud Auchard, qui sont venus en cabine tout le temps pour animer ces commentaires. Donc voilà, donc vous pouvez revivre ça sur la colonne différée de Diagonale, dans la rubrique différée, le Grand Prix du Sénat 2000. Également, donc ça, pour conclure ce tournoi, il y a eu une remise des prix en présence de Christian Poncelet, président du Sénat, quand même le deuxième personnage de l'État qui était là pour l'occasion. Il y avait aussi Jacques Rosselin, président de Canal Web. Et ensuite, tout le monde, les 4 champions sont sortis pour aller faire profiter le public de leur présence dans les jardins du Luxembourg. Alors oui, ça c'était, encore une fois, les jardins du Luxembourg appartiennent au Sénat, peu de gens le savent. On sait qu'il y a dans les jardins du Luxembourg, il y a une tradition, ça fait maintenant une vingtaine d'années, à côté des tennis, il y a 2 sports, il y a un sport physique et un sport de l'esprit. Les gens venaient pour jouer aux échecs, comme ça, sur des petits échiquiers, et puis... à vrai dire, le conseiller du président du Sénat est un fort joueur d'échecs. Il s'est dit, tiens, il faut mettre des échiquiers. Et puis, il joue. Et puis là, il y avait 60 échiquiers. Et les gens, tu l'as vu, Eloi, se battaient pour jouer contre les champions. Hein, oui, et puis, on dit que c'est pas populaire. Il y avait des enfants, il y avait des femmes. Hein, on dit aussi qu'il n'y a pas assez de femmes. Il y avait pas mal de femmes qui jouaient. Il y avait des forts joueurs, des moins forts joueurs. Et ça a duré 2 heures. Il faisait beau. Et il faisait beau, donc la magie du jeu d'échecs dans ces jardins de Luxembourg. Beaucoup de joueurs qui sont fans du jeu, ça a vraiment donné une superbe manifestation, chacun avait son style. Arnaud Char qui a pris son temps, qui a fait mûrir ses positions, Alexei Chirov qui a expédié ses adversaires. Et puis il courait. Alexei Chirov qui était en train de courir, donc il y avait 4 champions, 4 styles, donc un très beau spectacle en tout cas dans ces jardins de Luxembourg pour clôturer en fait ce Grand Prix du Sénat 2000. Très bien, alors j'espère que ça ne sera pas le dernier. Et puis, de toute façon, on sait que le prochain, ça sera à Bordeaux. On est sûr de Bordeaux, déjà, puisqu'on a réservé les dates. Stéphane Laborde nous l'a dit. Et puis, je crois que maintenant, ce qu'on a envie de voir, c'est une partie. C'est peut-être, alors on a choisi la partie entre Chirov et Spassky, la deuxième. Oui, Salou Boris aurait pu revenir. Donc, on va lancer la deuxième rubrique de Diagonale, la partie de la semaine. Voilà, donc partie... On redit, donc c'est la finale. Spassky, dans la première partie, avait les blancs. Il a joué passivement. Et c'était pas une partie passionnante, mais on a vu comment un champion, un grand champion, Spassky est un ex-grand champion, s'il joue passivement contre un gars de la force de Chirov aujourd'hui, qui est un gars qui joue à 2750, qui a battu Kramnik 2-0, enfin c'est un super champion. Il faut pas jouer passivement aux échecs. En tout cas, ça n'a pas payé. On a vu une technique fantastique d'Alexei Chirov, qui est probablement le plus grand technicien mondial. Il a composé des études de finale. C'est un des meilleurs joueurs de finale au monde. Et dans cette variante, plus ou moins une variante d'échange de la française, où tout s'est échangé très vite, l'avantage semblait minimum dans cette finale de tour. Joël Lautier pensait que c'était nul. Tout le monde pensait que c'était nul. Alexei Chirov a profité de toutes les imperfections et a fini par remporter une finale de tour. 6 pions contre 6. Incroyable. Donc score... Après la première partie, 1-0 pour Alexei Chirov. Donc, Boris Spassky avec les noirs, dos au mur, obligé de gagner. Donc il a les noirs, Chirov joue à E4. Alors c'est un beau joueur, il pouvait jouer plus solide. Un E4, il n'a pas peur. Un E4, c'est le coup de Chirov. Chirov joue régulièrement ce coup-là. De toute façon, au niveau, on peut dire que tous les coups se valent.
aussi bien D4 que E4. Tous les joueurs jouent tous les coups. Kasparov le premier. Alexei Chirov préfère un E4. Il joue agressif, il envoie E4. Boris Spassky, G7, G6. Alors moi, ce que je peux dire, on va passer rapidement sur les coups de début parce que c'est pas très théorique, mais justement, c'est ce que cherche Boris. Aujourd'hui, il travaille moins. Il est à Meudon, dans une ville où il y a des Russes. Je crois qu'il est à la retraite, il le dit lui-même tout le temps. Et donc, il essaie de trouver des systèmes qui sont moins analysés. J'avais joué, il y a de ça 2 ans, à côté de lui, à Bastia, il avait joué un B6. Oui, il jouait un B6 tout le temps. Donc, en réalité, il cherche des systèmes qui sont moins analysés. Et vous allez voir, la partie est très originale, puisqu'au 10e coup, c'est déjà le bal complet. Oui, effectivement. Alors, bon, G6, l'idée de ce coup, voilà, on va résumer cette ouverture. Il veut mettre le fou en G7, le fou noir sur sa grande diagonale, ici, en G7. Ça, c'est l'idée de ce coup. Enfin, c'est une idée minimum. L'idée, c'est surtout, de sortir des sentiers battus, puisqu'effectivement, Boris n'est plus au top de la théorie, n'est plus à la pointe de la technologie échiquienne. Chirov, lui. Chirov, en revanche, est un grand spécialiste des ouvertures, bien entendu. Donc, il veut déjà sortir Chirov de l'ouverture. Et 2, ne pas donner d'opportunité simple à son adversaire de faire nul. Ouais. C'est-à-dire que Boris Spassky, ici, il veut gagner le match. Il refuse une nulle sur le score, enfin, il refuse de perdre le match à 1,5, 1,5. Il va jouer jusqu'au bout. Donc, il va jouer un système assez rampant, pas trop de contact. Il va jouer fond de cours, de loin, en attendant qu'il se passe des choses et en espérant qu'il va réussir à trouver quelque chose. Mais de toute façon, contre Chirov, c'est pas gagné avec les Noirs. Chirov prend le centre, très logique. Donc, grand principe de l'ouverture, prenez le centre. Fou G7, sans surprise pour Boris Spassky. 3e coup, cavalier C3. Rien à dire sur ces coups-là, je pense que c'est vraiment moderne, ouverture moderne. D6, cavalier F3, donc développement très classique, on se croirait à l'école. Ouais. Les cavaliers vont sur les bonnes cases, on sort les cavaliers avant les fous et on prend le centre. T'arraches. Voilà, rien à dire d'autre, c'est tous les bons coups. Et là, Boris, voilà, là ça commence, 4e coup E6. Personnellement, je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas trop d'où ça sort, c'est très souple. C'est très souple. Alors, on appelle ça, il va jouer A6 après, H6, certains appellent ça la défense hippopotame. C'est-à-dire que, vous savez, l'hippopotame, il est dans un lac et on ne voit plus que ses oreilles. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que les Noirs vont jouer sur la 6e rangée. Hein, ils attendent. C'est où le hérisson. Enfin, mais c'est l'hippopotame. C'est la différence. C'est l'hippopotame. L'hérisson, on a échangé un pion avant. Là, voilà. C'est la variante hippopotame. Donc voilà, c'est très chaud. Et là, donc au 5e coup déjà, ça commence. Alexei Chirov, très chaud, très énervé par cette conception un peu étrange, étonnante, puisque Boris Spassky, pas de contact, rien, que se passe-t-il? 5e coup, H4, H2, H4, il envoie. Mais on adore ça. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle des parties. C'est des parties. Les mauvaises langues diront que ce sont des parties de café, mais c'est vrai que les deux joueurs ont été H4 et bon dans cette position, hein, parce que le jeu des Noirs est quand même un peu passif, donc on peut se permettre d'essayer d'attaquer tout de suite à l'aile roi. Oui, l'idée de ce coup, c'est que les Blancs vont bien entendu faire le grand roc, mettre le roi du côté gauche de l'échiquier, alors que les Noirs, donc là en fait le but de ce coup est d'interdire aux Noirs le petit roc. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ici, après un coup comme H2, H4, on n'a plus envie d'aller roquer petit côté avec les Noirs. Donc c'est un coup pour se prévenir contre ça. Et là, Boris Spassky, très zen, joue H7, H6. Oui, c'est les oreilles de l'hippopotame. C'est les oreilles de l'hippopotame qui sortent. Toujours très très souple, donc toujours très souple. Bon, Alexei Chirov n'oublie pas le développement des pièces, fou E3. Alors que Boris Spassky, lui, toujours continue. C'est la deuxième. Donc vous voyez, c'est un peu pour ça qu'on a choisi cette partie, déjà pour l'ouverture, qui est totalement extravagante et assez incroyable. Moi, j'ai vu beaucoup de parties d'échecs, des comme ça, j'en ai vu rarement. On se demande ce que fait Boris Spassky ici. En tout cas, Alexei Chirov, lui, sort toutes ses pièces. Donc là, vous voyez, ça continue comme à l'école. Voilà. Formation très droite, très classique. Les fous viennent sur les cases centrales. Et Boris Spassky, lui, joue B7, B5. Donc toujours un coup à droite, un coup à gauche. Je vais me permettre une petite réflexion. Spassky, c'était un joueur au style très classique quand il était plus jeune. Un superbe style. Hein, Éloi, je sais pas. Un superbe style, vraiment classique. D'une certaine manière, c'était lui qui jouait comme Chirov. Et je crois que les champions vieillissants ont envie de créer des choses différentes. Et il y avait eu un cas comparable avec Stenitz au siècle dernier, qui avait eu un style aussi très positionnel, très classique, et qui, à la fin de sa vie, s'amusait à justement ramper derrière ses... Et on essaye. C'est-à-dire qu'évidemment, à partir d'un certain âge, on a envie de créer. Et je crois qu'ici, bon, il pousse Spassky. Mais on va voir la suite de la partie. Je crois qu'il n'y a rien à analyser ici. Hein, non, pour l'instant, il n'y a aucune variante concrète qui se présente. Les Blancs ont de multiples choix. Alexei Chirov a choisi une percée centrale. Alexei Chirov veut un peu
un peu de contact, joue au 8e coup le coup E4-5, qui est déjà un coup critique. Mais justement, c'est peut-être ça que voulait Spassky. C'était là qu'il l'énerve, d'une certaine. Je crois que c'est très psychologique. Il a envie que l'autre fasse quelque chose, et c'est un peu ce que les Noirs cherchent ici. Oui, on peut comparer ça à un boxeur qui baisserait sa garde. Voilà, il n'a sorti aucune pièce, il attend, il rend son adversaire fou, il bouge un peu, et finalement, Alexei Chirov joue E5. Et là, Boris Spassky, donc toujours très zen, sort le fou en B7. Donc là, vous voyez les deux fous noirs en B7 et G7 contrôlent les deux grandes diagonales. Donc ça, c'est très bon. C'est très très bon. Parce que donc, ce qui est inclus dans ces deux grandes diagonales, c'est quand même les cases centrales. Et ça c'est la clé d'une partie d'échecs. Les 4 cases vertes au centre. Donc ici, les deux fous de Boris Spassky sont armés pour aller là-dessus. Et les fous sont complémentaires. Ici, on voit déjà des menaces, éventuellement, qui pourraient être par exemple pion prend pion, pion prend pion, fou prend cavalier, suite, fou prend pion. Ça, c'est une des idées. Bon, actuellement, ça ne marche pas. Mais il commence à y avoir des idées, il commence à y avoir danger. Dame D2. Et là, Boris Spassky maintenant met la pression sur le pion E5. Il a trouvé une cible, en fait. Alexei Chirov lui a donné une cible très simple. C'est ce pion E5. Donc maintenant, vous voyez que toutes les pièces de Alexei Chirov, le cavalier en D7, le fou en G7 et le pion en D6, sont tous braqués, oui, les pièces de Spassky, sont braqués vers le seul pion blanc qui a osé s'aventurer, je dirais, en terrain ennemi. En 2 mots, tu es en train de nous dire que Spassky a leurré un peu son adversaire, c'est qu'il a fait croire qu'il ne s'intéressait pas au centre, mais en réalité, il s'occupe vraiment du centre. Il faut qu'on soit un peu didactique. Au fond, il n'a pas oublié. Non, il n'a pas oublié que le centre était la clé du jeu d'échecs. Et ici, il met une telle pression sur ce pion blanc qui a trop avancé qu'il force Alexei Chirov à faire un échange. Un échange que Alexei Chirov ne voulait bien entendu pas faire, pour une raison, je dirais, arithmétique. Le pion qui est ici a bougé 3 fois, alors que le pion de Boris, qui était sur la même case, n'avait bougé qu'une fois. Donc pour des raisons simples de calcul, Alexei Chirov, dans cet échange, a perdu 2 temps. Donc voilà, donc ici, déjà, bonne opération pour Boris Spassky. Toi, qu'est-ce que tu penses ici? Tu penses que déjà, finalement, Spassky s'est pas mal débrouillé? On dirait que Spassky s'est pas mal débrouillé. Maintenant, effectivement, toutes les pièces blanches sont sorties. Les blancs n'ont pas fait de faute dans cette position. Ouais. Les blancs n'ont pas de faiblesse. Donc, la position reste ouverte, bien entendu. Mais si j'avais le choix ici, je préférerais jouer côté noir quand même. Ça m'a l'air plus souple et plus logique, tout ça. 11e coup de D5. De nouveau, un pion débarque au centre. Bon, qu'est-ce que... Menace quand même. Menace assez directe. On s'attaque aux cases blanches. Pion prend pion E6. Et si le pion F revient pour prendre ici, le pion G6 se retrouve sans protection et directement prise par le fou D3. Donc ça fait une menace. Bien entendu, Boris Spassky n'a pas envie de prendre en D5, puisqu'à ce moment-là, il se retrouverait avec 2 pions doublés. Donc s'il prenait sur cette case ici en D5, si c'est Boris Spassky qui allait chercher ce pion, ça ne serait pas bon, puisqu'on aurait 2 pions doublés sur colonne ouverte. Ça, c'est un principe, il faut absolument éviter ça, puisque les pions sur la colonne se font tout simplement proprement manger les uns après les autres. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Donc ici, Boris Spassky est obligé de réagir, puisque Alexei Chirov menace de prendre, lui ne peut pas prendre, il faut donc s'en aller. Il joue 11e coup, E6, E5, avec maintenant une idée très simple, jouer F5, puis E4. On se croirait dans une Est indienne d'il y a longtemps. Voilà, il y a longtemps. Une bonne vieille Est indienne. Alexei Chirov maintenant joue H5, et là, problème pour Alexei Chirov. Puisque donc, une fois de plus, problème pour Boris Spassky, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Chirov allait noir. Donc le pion est en G6, il est attaqué par le pion H5. Peut-être parce que Chirov est capable de jouer parfois comme ça avec les noirs. Voilà, c'est une des spécialités de Chirov, cette ouverture. C'est pour ça on ne sait plus qui joue comment, qui joue pourquoi. C'est un peu le flou artistique en ce moment. H5, et là donc menace. On n'a pas envie d'avancer le pion. Ce pion en G6, on ne veut pas le mettre en G5 parce que ça affaiblirait les cases blanches. Donc on va faire en jaune ici. Tout un complexe de cases blanches qui deviendrait faible. Donc on ne veut pas avancer ce pion en G6. D'un autre côté, on ne peut pas le tenir ici, puisque Alexei Chirov, cette fois qu'il y a les blancs, menace de prendre. Il faut trouver une solution. Et Boris Spassky trouve une solution assez violente, c'est-à-dire que le pion G6 n'était défendu que par le pion F7. Alexei Chirov enlève la défense. Il joue F7, F5. Et donc en même temps, c'est un coup très esthétique, quand on connaît les principes de structure de pion. Ici, finalement, c'est une partie superbe quand même, parce qu'il joue hors théorie. Il y a des attaques de flanc et au centre, parce que et puis en même temps, on sacrifie tout de suite. Enfin, c'est quand même complexe. Effectivement. Alors oui, là, ce qu'on peut voir, c'est que Boris Spassky a renversé la vapeur. Au début, c'est les blancs qui avaient 2 pions au centre, et maintenant, qui a les pions au centre? Eh bien, c'est Boris. Avec les pions E5 et F5, il a pris le centre. Et il fait une menace directe. Il menace E5, E4, avec une bonne vieille fourchette. Oui. C'est-à-dire attaque le fou D3 et le cavalier en F3 en même temps. Une double menace d'ailleurs. Une attaque double, tout simplement. Et puis il y a F5 et F4 aussi. Et il y a également l'autre coup.
Bien, tout à fait. Ici, le coup F5, F4. Donc en fait, multiples menaces. Avec ce coup, il crée des menaces dans tous les sens. Alexei Chirov s'en sort. 13e coup, cavalier H4. Contre-attaque. Ça, c'est un coup difficile quand même. Ça, hein, c'est un coup difficile, mais d'un autre côté, qui est déjà forcé. ouais. Puisque déjà, devant l'affluence des menaces noires, on n'a plus trop le choix. Donc cavalier H4. C'est une partie assez dure à commenter quand même, parce qu'elle est très très compliquée. Cavalier E7, Boris se défend, et cette fois-ci, il ne joue donc plus pour le coup E5, E4, puisque ça ne fait plus de fourchette, ça ne fait plus d'attaque double, mais il joue effectivement pour le coup F5, F4, qui enferme le fou en E3, qui n'a plus de cases sur l'échiquier, donc menace de gagner une pièce. Et d'ailleurs, c'est chose faite, puisque Alexei Chirov ici ne trouve pas de solution. Il joue H prend G6, F4, le fou est enfermé. Eh oui. Triste sort pour le fou. Ah, mais c'est beau. Ah oui, non, mais effectivement. Par contre, voilà, Chirov, donc là, voilà, il va perdre une pièce. Donc, perdre une pièce, c'est perdre la partie, c'est pareil. Il faut donc trouver des arguments. Il y a un pion. Il a déjà pris un pion. Oui, il faut compter les pions. Hein. Il peut en prendre deux autres ici. Il peut jouer fou prend F4, par exemple. Fou prend F4. Mais il trouve un coup intermédiaire assez esthétique. Au 15e coup, cavalier vient en E4. Ici. Attaque donc le pion D6 avec échec. Puisque si on prend ce pion, on fait échec au roi. Ça, c'est une menace assez désagréable. On n'a pas envie de se laisser planter un échec, puisque une fois que le roi a bougé, on rappelle qu'on ne peut plus roquer. Ça, c'est une mauvaise chose, parce que évidemment, le roc, c'est le meilleur moyen de se protéger. Donc, refus par Boris Spassky, qui, très tranquille, dit « Je défends mon pion, de toute façon, ton fou ne peut pas sortir, le fou E3 ne peut toujours pas sortir. » Et c'est sur ça qu'il joue. Cavalier prend cavalier échec, fou prend. Et maintenant, c'est l'heure de fou prend F4. Il n'y a plus d'autre solution. Il faut prendre les pions. Pion prend. Dame prend F4. Et là, je pense qu'on peut reprendre notre souffle un petit peu. Voilà, on se calme. Et là, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les blancs ont 3 pions pour la pièce. Il suffit de les compter. Les noirs en ont 4. Les blancs en ont 7. 3 pions pour la pièce. Ils ont une position assez menaçante, puisqu'on voit que le roi noir semble et n'a pas encore roqué. Il y a ce pion G6 qui est très avancé dans le camp blanc, donc qui est susceptible de faire des menaces directes et dangereuses. Donc a priori, ça a l'air bien pour les blancs. Mais Boris a vu un petit détail plus loin, c'est-à-dire que dans cette position, le fou F6 était attaqué, mais il a une défense qui attaque et qui défend en même temps, un coup parfait. Cavalier prend pion D5. Donc là, il y a une pièce pour 2 pions. Une pièce pour 2 pions, mais ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a un enchaînement forcé. Dame F3, Dame E7, échec. Échec au roi. Donc ici, il faut bouger le roi. Roi F1. Et là, voilà, là, je pense, dans cette position, simplement que les noirs sont complètement gagnants. Alors, comment Parce que c'était pas facile quand même. Hein. Nous, on a vu la partie en direct, évidemment, on avait d'autres choses à faire, mais c'était pas facile. Bah, ici, à mon avis... Surtout en 25 minutes, hein, on rappelle hein, que c'est quand même de la partie semi-rapide. C'est des parties semi-rapides, effectivement. Là, ici, déjà, les joueurs ont déjà réfléchi beaucoup pour arriver dans cette position. Donc, la pendule étant ce qu'elle est, c'est-à-dire que le temps tourne dans un seul sens, il est incompressible. Il faut garder du temps pour pouvoir jouer les coups physiquement sur l'échiquier. Il faut donc jouer vite. Il faut prendre une décision rapide. Et ici, je pense que notre ami Boris Spassky, donc, s'est trompé, n'a pas vu la bonne option. Il fallait jouer cavalier B4 dans cette position. On peut mentionner la variante. Le cavalier D5 en B4. Ce coup n'a pas été joué, mais je pense que c'était le coup gagnant dans cette position. L'idée est très simple. Le fou B7 attaque la dame F3. Le cavalier B4 va prendre au coup d'après le fou D3, puisque la dame va bouger, c'est sûr. On va prendre ce fou D3. Une fois qu'on aura pris le fou, là, il faudra compter différemment. Ça sera plus 2 pions pour une pièce, mais 2 pions et 2 fous. Enfin, il y aura 2 fous contre un cavalier et 2 pions. Et ça, c'est très dur, hein, parce que 2 fous, c'est très très efficace. Et ça aurait été vraiment très très dur. Le fou B7 va jouer un rôle terrible, va être extrêmement fort, alors que dans la partie, donc Boris a joué au 20e coup grand roc, il n'a pas été chercher le fou D3, et ça va lui poser des très très gros problèmes. Il fallait prendre ce fou D3. Donc là, je pense que c'est vraiment le moment critique, position au 20e coup, que Boris Spassky a raté la chance de revenir dans le match, d'égaliser le score. Je me souviens un peu de ce moment, je crois qu'il a beaucoup réfléchi à ce moment-là. Enfin, beaucoup réfléchi, je crois qu'il a dû prendre 5 à 10 minutes. Pour une cadence comme ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et effectivement, il a certainement pensé un coup normal. Enfin, un coup normal, c'est à cacher son roi, la sécurité de son roi, mais il fallait d'abord et finalement échanger les pièces. C'est un autre grand principe quand on a une pièce d'avance. Non, mais là, c'est vrai qu'on voit la force du champion du monde, de l'ex-champion du monde.
c'est que intuitivement, même sans travailler, c'est-à-dire que même complètement bourré, il aurait quand même senti que le moment où il fallait réfléchir, c'était celui-là. Ouais. C'est ça maintenant, il a intégré ça, c'est une seconde nature chez lui. Il sait, il sent quelle est la position critique. Maintenant, il ne trouve pas forcément la solution. Avant, il l'aurait bien entendu trouver, très vite. Maintenant, donc, les choses étant ce qu'elles sont, on voit qu'il s'est trompé de coup. Au 20e coup, Grand Rock est une faute, ce qui permet à Alexei Chirov maintenant de mettre le feu à l'échiquier. Le pyromane de l'échiquier. Pyromane de l'échiquier. Donc ça commence par tour E1. Un petit coup tranquille. Tour E1, donc menace, très simple. On attaque la dame. Boris intercepte cette menace avec fou F6 en E5. Et maintenant, le fameux fou D3 dont je vous parlais tout à l'heure, le fou D3 qu'on aurait dû éliminer se réveille et vient sur la case E4. Là, attaque le cavalier D5. Donc cavalier F6, tout à fait forcé. Ça a été vu avec Joël Lautier. Boris Spassky joue maintenant cavalier H4 en F5. Chirov joue cavalier H4 en F5. Chirov joue cavalier H4 en F5. Je vais arrêter de dire les noms des joueurs, ça sera plus simple. Les noirs jouent dame C7. Ouais, ce qui est forcé, plus ou moins aussi. Fou prend B7, échec. Dame prend B7. Donc il y a eu cavalier F5 qui est un coup intermédiaire. Et maintenant G6, G7. Ce fameux pion. Nouveau coup intermédiaire. Et puis la tour H1, qui n'a jamais bougé, mais qui est sur une colonne semi-ouverte, et qui donc va jouer. La tour H1 ici joue un rôle très efficace. Donc là, encore un coup, tour HG8, très logique de se mettre devant le pion. Et maintenant, Alexei Chirov joue tour H1, prend pion H6. Personnellement, pendant la partie, je pensais que c'était une erreur. Je ne sais pas. Je n'aurais pas permis aux noirs de jouer dame prend dame. J'aurais été moi-même chercher la dame en B7 pour éviter justement d'avoir le pion G qui vient sur la colonne F. Maintenant, effectivement, ce que Alexei Chirov a pensé, c'est très simple. C'est qu'il préfère laisser le roi en C8. C'est-à-dire que si c'est lui qui joue dame prend dame, le roi en C8 va reprendre et ne sera plus sur cette case. Donc il préfère le laisser là. Pourquoi ? Parce que le cavalier en F5 peut sauter sur la case E7, faire échec et une fourchette. Donc ramasser la qualité. Ça, c'est l'idée. Maintenant, une question de timing, c'est toujours très délicat à dire. Là, c'était pas facile. Là, c'est pas facile du tout. Dame prend dame, pion prend dame. Et là, donc les blancs menacent tout simplement tour point cavalier, et puis avec une certaine... Ou cavalier E7 aussi. Les blancs menacent cavalier E7, mais ça, c'est pas la menace la plus grave dans cette position. Parce que cavalier E7 échec, on va bouger le roi, le cavalier va venir prendre la tour va venir prendre, et ensuite le pion G7 sera perdu. Donc là, la clé de cette position pour les blancs, c'est ce pion en G7. Ce pion en G7, il est très très fort. Il vaut plus qu'une tour actuellement. En fait, il vaut une tour, puisqu'il monopolise complètement la tour G8. Il ne faut absolument pas donner ce pion G7. La menace très logique des blancs dans cette position, F4 peut-être, je pense que c'est tour E1, prend fou E5. Ça, c'est. Les menaces ont été beaucoup de choses. Quoi. Voilà, il commence à y avoir des menaces dans tous les sens. Il y a le cavalier E7 échec, il y a tour prend E5, il y a les coups tranquilles. Donc ici, c'est assez délicat pour Boris. Je crois qu'on avait pensé, donc là je vous invite vraiment à vous référer si vous voulez en savoir plus sur cette partie. Elle est commentée par Joël Lautier dans les différées diagonales. Mais je crois que c'était cavalier D5, le coup auquel on avait pensé avec Joël, qui semblait être un bon coup dans cette position. En tout cas, c'est très difficile. Très très difficile à jouer pour Boris. Et il choisit, dans le doute, je me rappelle de mon entraîneur qui me disait ça, quand tu ne sais pas quoi faire, il faut prendre. Et je crois ici, voilà, Boris ne savait plus quoi faire, il a décidé de prendre un pion, puisque un pion, c'est toujours un pion, et ça le restera. Bravo, un pion est toujours un pion. Donc ici, on peut faire... il a joué un coup très fort, je crois, il a joué tour E6. Oui, alors tour E6, et je me rappelle encore de cette remarque de Joël Lautier, parce que Chirov a beaucoup réfléchi ici. Il avait 5 minutes, il a réfléchi 2 minutes entières, donc sur 5, pratiquement la moitié de son temps. Et Joël a dit, moi, si j'avais les blancs, ça fait belle lurette que j'aurais joué tour E6, au 28e coup, le coup que finalement Chirov a choisi. Donc, tour E6. Oui, il a expliqué, j'ai entendu effectivement aussi ce commentaire, il explique que finalement Chirov cherche toujours. C'est ça aussi la force de ces joueurs, c'est qu'ils, même quand ils ont des coups évidents ou des positions évidentes, ils cherchent, et c'est pour ça qu'effectivement on l'appelle, pourquoi on l'appelle le pyromane de l'échiquier ? Parce qu'il a écrit un superbe bouquin qui s'appelle Fire on Board, le feu sur l'échiquier en français, où effectivement c'est merveilleux, parce qu'il ne joue que des systèmes compliqués. Oui, non mais Chirov c'est un joueur de spectacle. Chirov fait le spectacle toujours, il envoie toutes ses pièces dans tous les sens. D'ailleurs, il y avait une confrontation qui était attendue, qui n'a pas eu lieu à ce Grand Prix du Sénat, c'était Alexei Chirov contre Arnaud Bouchard. Très attendu, pourquoi ? Parce que justement dans ce fameux livre de Chirov,
Il analyse ces 2 parties qu'il a jouées contre Arnaud Hauchard et ces 2 festivals de combinaison. Arnaud Hauchard jouant très défensif, très solide. Alexei Chirov l'attaque à tout va, sacrifie une tour puis une pièce. Dans la partie suivante, sacrifie 2 tours, puis la dame, puis un fou, tout ça pour mater. Donc toujours des parties très chaudes entre ces 2 joueurs, cette confrontation de style. Alexei Chirov, de toute façon, est un joueur très chaud, toujours à la recherche du meilleur coup. Il n'arrête jamais de chercher. Il trouve des études fabuleuses. Je me rappelle de sa partie contre Topalov, le coup fou H3, mettant le fou en prise dans une finale, le seul coup pour gagner, qui était totalement fabuleux. Enfin, ici, on n'a pas la position à vous montrer en référence. Mais donc, tour E1 aussi, c'est le coup logique. Alexei Chirov l'a bien réfléchi, bien calculé. Il voulait être sûr que ça soit ça. Il joue donc tour E1 E6. La menace maintenant est très simple, c'est de jouer tour prend F6, qui simplifiera la position. Après, le pion G7 volera de loin la qualité, c'est ça? Exactement. Et ici, j'étais assez surpris du coup de Boris, puisqu'il n'a pas paré cette menace. Il aurait pu jouer au 28e coup cavalier D5, qui est une fois de plus le coup qu'on avait envisagé en cabine de commentaire en direct avec Joël Lautier. Oui, mais c'est dangereux. C'est dangereux, bien sûr, mais là, il faut quand même gagner, il faut gagner cette partie. Après, roi C7, tour H prend F6, fou prend F6, tour prend F6. On arrive dans une position qui s'annonce quand même extrêmement difficile à gagner pour Boris. Ça va être très très dur, parce que maintenant les Blancs ont un plan très simple, c'est de monter leur roi. Ça, c'est un des plans possibles, de monter le roi. Voilà, je trace un chemin au hasard jusqu'en G6, et ensuite gagner simplement avec cavalier H6 ou cavalier E7. Ça, c'est un plan. Pourquoi est-ce que ça marcherait? Simplement parce que les Noirs ont bien 3 pions contre 2 côté gauche de l'échiquier, mais c'est pas utilisable. C'est pas utilisable parce qu'on peut pas créer de pion passé. Le pion passé, c'est un pion qui avance sans qu'il n'y ait plus rien devant lui. Ici, vous voyez que la configuration étant ce qu'elle est, on n'arrive pas à aller à dame avec les pions. Et ça, c'est un problème énorme. C'est le problème de Boris Spassky dans cette position avec les Noirs, c'est qu'il n'a pas de contre-jeu. Donc les Blancs ont libre champ sur tout ce qui va se passer. Ils ont peut-être un petit avantage, même les Blancs ici. Les Blancs sont probablement un petit peu mieux. Un peu mieux. Ouais. Donc il a joué un coup très très solide. Donc là, tout a basculé. Et il a fait une petite moue à ce moment-là. Oui, et hop, il a eu la tête qui a tourné. Et... Ouais, on sentait que Boris Spassky n'était plus, savait qu'il n'était plus gagnant, savait que ça avait basculé et que ça n'allait plus. Il y a eu aussi, on peut parler de la salle, je me souviens, les gens étaient déçus. On a entendu aussi un petit murmure dans la salle parce qu'ils ont compris. C'est que Spassky, aujourd'hui, moi j'ai déjà remarqué que par rapport à sa jeunesse, il joue toujours très bien positionnellement, mais en termes de calcul, il ne va pas au fond comme avant. Et donc là, il fallait qu'il aille certainement au fond, et comme il n'a plus beaucoup d'entraînement, là c'est peut-être ce qu'on perd le plus, Éloi. Oui, c'est ça. C'est effectivement, quand on joue moins aux échecs, ce qui fait défaut, c'est le calcul, c'est aller loin dans les variantes, être précis, ne pas oublier de coups, et surtout avoir confiance. Ouais. On a, de toute évidence, Boris Spassky, quand il joue contre Chirov, n'a pas confiance en son calcul. Ouais. Il sait que l'autre a tout vu. Ouais. Et ça c'est très très difficile de jouer en se disant ça. C'est même quasiment impossible. C'est pour ça que dans les complications, il a cherché des échanges, des simplifications. Ou là où il maîtrisait. Voilà, alors que il aurait dû encore compliquer la position puisque c'était les meilleurs coups. Mais maintenant, c'est vrai que c'est difficile de compliquer contre un joueur comme Chirov qui va tout voir, telle une machine. S'il y a un seul embranchement qui est bon pour lui, il va tout de suite le trouver. Donc Boris Spassky a peur d'oublier des choses, a cherché des simplifications, et ça a donné cette finale malheureuse qui maintenant va être très très difficile. Ouais. Bah surtout, je crois que c'est ça, Chirov, on va voir le dernier coup, a joué un coup tout de suite qui annule tout de suite. Oh, il a joué un coup, là, Chirov sait pourquoi il est là. Il n'est pas là pour gagner ses matchs 2-0 ou faire des suppléments, il est là pour gagner le match, gagner le tournoi. Et là, il joue tour à fuite, donc là, difficile pour Boris d'y échapper. Il faut prendre ce pion G7. Ce pion G7 est devenu trop dangereux. Il n'y a pas d'autre solution. Donc tour G prend G7, cavalier prend G7, tour prend G7. Là, on est dans une finale de tour où les Blancs ont un pion de plus. C'est un pion de plus symbolique puisque c'est 2 pions doublés, donc c'est pas très efficace. Mais effectivement, les Noirs ne sont pas mieux. Ne sont pas mieux puisqu'ils ont toujours pas de pion passé, il n'y a pas de danger. Donc ici, comme c'est le spectacle, comme il y a toujours possibilité d'une gaffe, comme Chirov n'a plus que 2 minutes. Mais c'est vrai, il est mal au temps. Quand même, ça mérite d'être joué. Boris Spassky a continué. Il a joué au 33e coup F4, roi C6, F5. Donc là, Alexei Chirov a les idées très claires en finale. C'est-à-dire qu'il avance son pion, le pion F. Roi D5, tour A8. Maintenant, ça y est, c'est trop, je dirais, trop facile dans cette position de jouer pour la nulle. En tout cas, oui, il n'y a aucun suspense. Il attaque le pion A6. Ce pion ne peut plus être défendu. Tour C7 et joué au 35e coup. Tour prend pion A6, tour prend pion C2. Bon là, il y a de moins en moins de pions.
Alexei joue roi G2, Boris Spassky joue roi E5, mais voit bien clairement qu'ici il n'y a plus aucun espoir de gagner cette partie. Pour Chirov, c'est très simple, il n'a plus qu'à jouer F6, F7, F8, ou alors dès que le roi noir s'en va, prendre le pion D6. Ouais, donc c'est très très simple à jouer. La nulle est conclue dans cette position. Victoire du tournoi pour Alexei Chirov. Bah oui, alors, quel est ton bilan de ce tournoi en question de forme des joueurs? Donc Chirov quand même très fort, il vient quand même de gagner Monaco, Monaco où il y a tous les meilleurs joueurs du monde sauf Kasparov. Hein. Bon, Spassky, je crois qu'il était content. Spassky apparemment était très content. Il a fait un match très, très beau, en tout cas très, très palpitant pour le public contre Arnaud Auchard. Ouais. Ensuite, contre Alexei Chirov, il a obtenu cette très très belle position qu'il n'a pas su transformer. Donc Boris Spassky a un retour raisonnable. Joël. Alors Joël, il est tombé sur un os puisqu'il a eu Chirov au premier tour, très très difficile. Joël, je ne sais pas trop quelle est sa forme actuelle. Je sais qu'il est très très fluctuant en ce moment. Ouais. Un coup il joue bien, un coup il joue mal. En tout cas, il est toujours capable du meilleur et du pire, ça on le sait. Ici, c'était un Joël qui a battu Arnaud Auchard assez facilement, qui a perdu contre Alexei Chirov assez facilement aussi, on peut le dire. Ouais. Bêtement. Bêtement. Donc, tournoi en demi-teinte pour Joël. Et puis Arnaud, il nous a fait plaisir quand même. Arnaud était content de jouer ce tournoi. Ouais. Il a fait un très beau match contre Boris. Ensuite, il a joué contre Joël, c'était dur. Donc Arnaud en forme toujours en ce moment. Rien à dire de spécial. Non, je pense qu'on peut revenir peut-être sur un petit bilan sur cette partie-là, ouais. Qui est quand même une partie d'une extrême complexitude. Complexité, la complexité, Éloi. D'une extrême complexité, donc. Avec donc Boris qui a extrêmement bien joué. Il n'y a pas eu beaucoup de variantes, puisque si on commence à en commenter une, il va falloir toutes les expliquer, et là, ça ne va plus être possible. Oui. Et puis bon, c'est du semi-rapide, c'est-à-dire qu'il ne voit pas tout non plus. Hein, il voit pas tout non plus. Je crois qu'il y a de ça. Moi, je me souviens de toi. Hein, il y a de ça quelques années, il y avait une soirée chez Anatoly Weiser, il y avait Chirov et tu avais joué. On jouait en partie rapide. Il y a eu des parties extraordinaires. Et tu as fait nul d'ailleurs contre Chirov. Mais ils ne voyaient pas tout. Non, ce qu'on peut dire, moi, ce que je vois chez ces champions, c'est qu'ils ont une capacité à créer, surtout chez Chirov, beaucoup de complexité, justement. C'est difficile de jouer contre un gars qui cherche. Hein. Oui, non, mais Alexei Chirov, effectivement, donc je me rappelle de cette partie, ouais, j'avais fait nul contre Alexei Chirov, c'était pour moi très très bien, vraiment une grosse performance, même si c'était dans une soirée où tout le monde était un peu joyeux et l'ambiance était bonne, c'est toujours un beau souvenir de faire nul contre un joueur de cette classe. En tout cas, effectivement, ça joue bien. Ça joue très complexe et ici, partie superbe tout simplement. Donc, la question quand même qu'on peut se poser, puisque bon, c'est quand même super. En revanche, pour nous, on est joyeux en tant qu'organisateur. C'est quand même Spassky revient, Auchard joue pas mal, Lautier, bon, malheureusement, c'est notre ami, mais il va faire mieux. Et puis Chirov, le plus fort, gagne. Alors Chirov, quand est-ce qu'il va jouer contre Kasparov? Parce que c'est ça, quand on est numéro 4 mondial, on a envie de gagner contre Spassky, c'est sûr, mais on a aussi envie de jouer contre Kasparov. Alors effectivement, le débat est toujours là. Alexei Chirov contre Garry Kasparov. Un match maintenant qui est vraiment à la pointe de l'actualité, puisque Alexei Chirov gagne tout et Kasparov aussi. Donc c'est vraiment deux joueurs, on attend qu'ils se rencontrent, mais le match n'aura pas lieu, la guerre de Troie n'aura pas lieu, puisque pour l'instant l'adversaire choisi par Garry Kasparov personnellement, puisque Garry choisit ses adversaires, c'est Vladimir Kramnik. Et oui, donc le match n'aura pas lieu. Donc là, je pense qu'on a fini pour cette très belle partie Spassky-Chirov. Oui. Cette fois, j'ai bon. On va passer à notre dernière rubrique. L'actualité de la semaine qui est très riche. L'actualité de la semaine. Alors l'actualité de la semaine, elle est effectivement très très riche. D'abord, donc la fin du tournoi de Jaffa Classic. Alors un tournoi de catégorie 16, je crois. Oui. Avec là aussi des stars. Polgar, Judith. Oui. C'est vrai qu'il faut dire toujours les prénoms chez les sœurs Polgar puisqu'elles sont 3 championnes. Ralifman, donc le champion du monde de la FIDE. Hein. Karpov. L'ex-multiple champion du monde, pas besoin de le Milos, qui est un grand maître brésilien, extrêmement fort, qui s'est qualifié plusieurs fois pour le championnat du monde et qui travaille avec un jeune actuellement, Leitao. Donc ça joue bien au Brésil et Milos est un très bon représentant des échecs brésiliens. Serrawan,
Serwan, le fameux grand maître américain. Jan Timman, c'est quand même une star en Hollande. Hein, le patron d'un journal qu'on vous recommande, New In Chess. Hein, oui, excellente revue qui est très très technique, très très analytique, avec des articles, des papiers de très bonne qualité. Adianto, le joueur philippin, si je ne me trompe pas. Voilà. Elvest, une valeur sûre des échecs lettons. Il est letton. Et deux joueurs que moi personnellement je ne connais pas, peut-être que tu connais, Gunawan. Oui, Gunawan fait partie de ces nouveaux joueurs à 2600 qui démontrent un peu les problèmes du classement Elo. Enfin, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que ce monsieur Gunawan ne joue pas au classement qu'il a. Voilà. Et le dernier, Zhou Winlei, alors on n'a rien contre ces gens-là, mais effectivement, ils ont quand même, alors rapidement le classement, Judith Polgar qui revient avec 6,5 sur 9 parties, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est quand même un beau résultat parce que Judith a eu quand même une phase difficile. Oui, Judith était clairement au creux de la vague. Elle avait des résultats moins bons. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Judith est en pleine forme. Joue très bien. Enfin, ici, elle termine brillamment première toute seule du tournoi. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que la dernière ronde était fabuleuse, tout simplement, puisqu'il y avait 4 joueurs ex aequo en tête. Il y avait Khalifman, Karpov, donc l'ex-champion du monde FIDE et le nouveau, Judith Polgar, la meilleure joueuse féminine, et l'élément surprise du tournoi, le grand maître brésilien Miloš. Et ces 4 joueurs, par la magie de l'appareillement, ont joué ensemble à la dernière ronde. Karpov contre Khalifman. Alors nul. C'est-à-dire que Khalifman, avec les Blancs, a dominé Karpov. Il l'a dominé dans tous les sens. Il a un pion de plus en finale et n'arrive pas à conclure. Chose incroyable quand on connaît la technique du champion du monde actuel de la FIDE, donc Alexander Khalifman. Il n'a pas réussi à conclure cette finale qui était sans doute gagnante par des dizaines de façons différentes. Karpov s'est extrêmement bien défendu, nul. Et Judith Polgar avait les noirs, donc a priori, contre un grand maître, c'est difficile de gagner si cette personne est d'accord pour faire nul. Mais en tout cas, elle a été cherchée, mais vraiment, elle a été le chercher de très très loin, puisqu'elle a joué fond de cour. Elle a fini avec un seul pion, donc un seul pion. Il y avait juste un pion qui a fait la différence à la fin. Elle a fait des menaces avec ce pion, une diversion, et elle a gagné une partie donc, contre Miloš. Elle a gagné cette ultime partie. Elle s'est donc retrouvée propulsée toute seule en tête du classement du Japfa classique en Indonésie. Donc ça nous fait plaisir, hein, parce que quand même Judith, c'est quand même la seule joueuse qui joue au niveau des meilleurs grands maîtres. Elle avait des problèmes et moi je l'aime bien Judith. Et puis je sais que Stéphane Laborde aime bien aussi sa sœur, puisqu'il avait invité à Bordeaux il y a de ça quelques années. Et je suis sûr qu'elle va revenir dans le Diagonal Tour. Quant à Khalifman, finalement il prouve qu'il est quand même très fort. Hein, on ne va pas reparler des problèmes de la FIDE. Et puis Karpov, c'est pas la peine. On sait que lui, même s'il ne joue plus aux échecs, c'est un super space-key maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même lui passer dessus. Oui, bien entendu. Karpov restera toujours Karpov. Il est très fort, il est moins efficace qu'avant, il calcule moins, mais toujours la compréhension des champions du monde est au rendez-vous. Et donc pour battre Karpov, il faut quand même se lever tôt le matin. Moi j'avais une anecdote de Timman au Trophée Mopar il y a de ça 10 ans. Il y avait le commentateur qui lui demandait, Timman avait dit, oui, Karpov n'a pas une bonne mémoire. Alors Timman, oui, alors, avec un accent un petit peu difficile, il avait dit, oui, il oublie beaucoup, mais il comprend beaucoup. Voilà pour Karpov, c'était mon anecdote du jour. Alors, un autre grand tournoi, on va aller un peu aux États-Unis, parce qu'on joue beaucoup là-bas. On joue beaucoup. Alors, on joue pas finalement, on joue pas. Eux, ce qu'ils aiment, les Américains, ce sont les tournois open. Les tournois où il y a beaucoup de joueurs. Là, on a parlé de tournois fermés, c'est-à-dire des tournois invitation où vous avez peu de joueurs, hein, des champions. Et les tournois open où finalement les champions, c'est ça qui est sympathique, se mélangent aux amateurs de toute force. Hein, dans ces tournois-là, ça commence, on peut commencer à jouer à 1700 Elo et vous avez des joueurs à 2007. Alors, est-ce que tu as déjà joué, toi, ce tournoi de New York, le New York Open? Alors, je ne suis jamais allé à ce tournoi de New York. En revanche, j'ai des amis joueurs français qui y sont allés. Il paraît qu'il y a une particularité étonnante à ce tournoi, c'est qu'on amène son propre échiquier. C'est-à-dire que là, les organisateurs, eux, ne fournissent pas de matériel. Ils donnent juste des appareillements et ils attendent un résultat. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que le premier arrivé s'assoit à la table qu'il veut, vient avec son échiquier et sa pendule. Les joueurs s'installent, jouent et transmettent le résultat à l'arbitre. Et on m'a même dit il paraît même qu'il y a plusieurs tournois qui jouent simultanément. Vous perdez une ronde, vous pouvez vous inscrire à un autre tournoi. Il y a un système un peu... Voilà, alors c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment à l'américaine. C'est-à-dire qu'on a sa chance jusqu'au bout. Tout le monde a sa chance. Et c'est l'objectif de ce tournoi. C'est exactement ça, c'est très américain. Donc il y a des poules, on peut changer de poule, ne pas venir une partie, on peut faire des nuls sans jouer. J'entends bien sans adversaire. C'est-à-dire dire non, demain je ne joue pas, je fais nul.
Ouais. Donc il y a tout un tas de choses, mais enfin quand même, dans le tournoi principal, c'est du sérieux. Il y a 61 grands maîtres qui viennent, tous très très forts. L'année dernière, c'est 3 Arméniens qui avaient gagné le tournoi. C'était le trio arménien, avec Minassian, Elpoutian et Anastasian, donc 3 très bons joueurs arméniens qui avaient trusté les 3 premières places. Et cette année, c'est pas tout à fait pareil. Alors cette année, je vais donner rapidement, c'est premier Ilyas Mirin, un grand maître israélien très très fort, très très fort. Deuxième Igor Kenkin, qu'on connaît bien, puisqu'il vient souvent en France, il vit en Allemagne, lui aussi très fort. Un troisième, c'est un Américain, Nick Defermian. Oui, un véritable Américain, exceptionnellement. Alexander Goldin, je crois que c'est aussi quelqu'un qu'on connaît bien, c'est un ami qui... Oui, il a beaucoup joué en France, bon, il est extrêmement fort évidemment. Tout ça, c'est des grands maîtres donc d'origine russe, à part Defermian qui lui est américain. C'est bien, il y a un Américain troisième. Mais il y a beaucoup de Russes qui se déplacent à New York en tout cas, et ils trustent sévère les premières places. Et on peut vous dire après... il y a Tregoubov, que des joueurs 2600, Christiansen qui vient de sortir un très bon livre, Storming the Barricades, avec le mauvais accent qui me caractérise, Dvoris, Gritchouk. On sachez quand même que vous avez des joueurs comme Bologan qui sont 18e et vous avez les grands maîtres à la 60e place. Voilà. Bien entendu, puisqu'il y a 61 grands maîtres, forcément, il y en a qui vont très loin. À noter la bonne performance de nos joueurs français, notamment Christian Bauer qui termine 13e. C'est quand même pas facile du tout dans un tournoi de ce niveau-là. Donc Christian Bauer en grande forme actuellement, il a gagné le tournoi de Metz ex aequo avec Galkin, qui est un grand maître russe. Ici, il termine 13e en battant Epichin quand même à la dernière ronde. Epichin, meilleur elo du tournoi, 2657. Donc je sais, on n'a pas vu la partie, elle n'est pas encore disponible. Et ça va nous permettre de switcher au championnat de France par équipe, où il a très bien joué aussi, Bauer. On va parler du championnat de France par équipe, où il avait fait nul contre Guelfand, qui est quand même un super GMI. Oui, tout à fait. Donc Christian Bauer joue très très bien en équipe, il est très fort, il a fait une perf à plus de 2600. Donc c'est un très bon grand maître, c'est actuellement un des meilleurs joueurs français, on peut le dire, n'ayons pas peur de le dire. Voilà. Donc le championnat de France par équipe, également une très belle compétition. Alors, le championnat de France par équipe, j'y participe. Moi, je suis certainement le petit quinquin. Alors là aussi, c'est sympathique parce que vous avez des joueurs comme toi, Éloi. Il y a les meilleurs joueurs du monde comme Guelfand qui viennent. Il y a Kirill Georgiev, quand même des joueurs qui jouent à 2007 ou 2650 et plus. Joël, Michael Adams, Bacro. Enfin, il y a vraiment sur les premiers échiquiers. Donc ça se joue sur, il faut redire, sur 9 échiquiers, 8 échiquiers, plus un échiquier féminin. C'était une décision de la FFE il y a de ça quelques années pour promouvoir les échecs féminins en France et visiblement ça a porté ses fruits. Alors, on va parler que des 3 premiers. Vous avez quand même des équipes professionnelles comme la tienne. La première, c'est Clichy. Le premier, c'est Clichy. Ils sont souvent champions de France. Je vais commenter. C'est mon championnat. Clichy, ça fait des années qu'ils ont quelqu'un comme Jean-Claude Moins, qu'on connaît bien maintenant sur Diagonale TV, qui travaille beaucoup, qui fait un travail de fond, qui fait un travail aussi avec l'élite, parce que c'est important pour la ville de Clichy, ils sont champions de France, ils ont été champions d'Europe, je crois, ou presque champions d'Europe, et ça permet de faire parler de la ville. Montpellier, c'est la ville du président de la Fédération française d'échecs, Jean-Claude Loubatière, donc c'est aussi une équipe très forte. Et puis, ton équipe, Monaco. Alors là, je vais te laisser parler pour Monaco. Oui, le club de Monaco, donc une assez belle équipe, puisqu'il y a quand même Michael Adams qui participe, qui est numéro 7 mondial, Jeroen Piquet, Ulf Anderson, donc des noms assez prestigieux, avec notamment le coup de cœur de l'équipe, je dirais Marc Santoroman, 3 fois champion de France, et habitué des Zainot, donc qui nous a posé quelques soucis cette année, puisque effectivement un joueur qui est en Zainot, c'est très très difficile dans une équipe, parce que c'est quand même du jeu par équipe, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des résultats des partenaires et des adversaires. Et avec lui, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il n'y a aucune sécurité, tout peut arriver, il peut jouer les meilleurs coups et gagner, ou alors tomber directement, faire des gaffes. Il peut jouer très bien comme très mal. Voilà, il peut jouer très bien comme très mal, donc ça a été notre souci. Mais une fois de plus, c'est-à-dire je dirais une fois de plus, puisque l'année dernière c'était la même chose, l'équipe de Monaco s'est fait totalement exploser par l'équipe clichéoise, alors qu'on affiche à peu près au tableau des compositions équivalentes. Bon, c'est 2 très belles équipes, bien sûr, avec 2500 de moyenne à peu près. Donc c'est vraiment du beau jeu. Mais là, score final, 5-1, ce qui est vraiment excessif. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il y a quand même, effectivement, le jeu d'échecs est un jeu individuel, mais il y a quand même un esprit d'équipe. Et certainement que l'équipe de Clichy, ça fait des années qu'ils jouent ensemble, ils se connaissent. Il y a quand même une sorte de camaraderie. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est fait par. Donc, j'ai joué 3 ans à l'équipe de Clichy, effectivement. Donc, je sais très bien ce qui se passe. C'est qu'il y a le président, enfin le capitaine de l'équipe, qui est Jean-Claude Moins, qui a un secret pour motiver les troupes.
C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une ambiance tellement exceptionnelle dans cette équipe que là, ils ne jouent pas à 9 joueurs, mais plutôt à un bloc, le fameux bloc équipe très cher à Clichy. Et donc tout le monde se surpasse simultanément. Et ça donne des très très gros scores, des très très grosses parties. Tout le monde est appliqué. Et ils perdent extrêmement peu, nos amis clichois. Donc, Clichy, champion de France par équipe. Alors, maintenant, on va finir quand même sur quelque chose de très important parce que c'est la nouveauté Canal Web. Éloi, avec Stéphane, vous allez aller à un tournoi très important, c'est le tournoi de Sarajevo. Pourquoi il est très important? Parce qu'il y a Kasparov et il y a Bacro. Voilà, une très très belle affiche. C'est un scoop, c'est la première fois que ces joueurs vont se rencontrer, donc ils vont se rencontrer, c'est sûr. Étienne Bacro, notre petit Français en forme, qui au classement intermédiaire de la FIDE vient de passer plus que 2600, donc ça on le savait, il est très très fort. Garry Kasparov, lui, on ne le présente plus, c'est le dominateur absolu des échecs modernes. Lui, il a perdu 5 points, mais il peut se permettre, il en a... il a 2850 maintenant. Voilà. Donc il va y avoir un choc. Étienne Bacro, Garry Kasparov, ça va être très très chaud, puisque Étienne joue très bien, très solide et perd très peu de parties actuellement. Mais évidemment, il y aura d'autres chocs à prévoir. Il y aura, pour Étienne, c'est Kasparov, c'est important. On le sait, dans les échecs. Et puis, c'est aussi son premier super tournoi, puisque ça sera en catégorie 18 ou 19. Vous savez comment on compte les catégories de tournois, c'est en calculant la moyenne elo des joueurs. Là, ici, dès qu'il y a Kasparov, dès qu'il y a les meilleurs joueurs du monde, ça monte très haut, ça monte à 2007. Donc, il y a, je crois, de mémoire, Kasparov, Bacro, Short, qui a 2690 ou 2680. Il y aura Topalov qui doit être aux alentours de 2007. Morozevich, je crois. Oui. Il y aura Sokolov, Ivan Sokolov, qui est toujours un joueur aux alentours de 1650-60. Enfin, je ne me souviens plus de tous les joueurs, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être très dur pour Étienne. Et puis effectivement, dans ce genre de tournoi fermé, ils ont envie de lui faire mal aux jeunes. Ils ont envie de lui dire, t'as pas la force. T'es pas encore assez fort. Non mais là, Étienne va clairement être le client du tournoi, client entre guillemets, puisqu'ils ont tous une grosse expérience de ces forts tournois. Donc ils vont tous chercher à marquer le point facile. C'est-à-dire, ils vont regarder la liste du tournoi. Bon alors là, il y a Kasparov, lui, ça va être dur. Il y a Shirov, lui, ça va être dur aussi. Shirov, bien sûr, qui sera là-bas. Il y a Shirov également qui sera là-bas. Là, je vais jouer Morozevich, numéro 4 mondial. Ça va être très très dur. Donc là, par contre là, il y a Bacro. Alors Bacro, bon là, lui ça va. Lui, il va falloir que je le soigne. Je vais bien m'en occuper et je vais essayer de marquer un point ici, puisque les autres sont très très forts. Donc tout le monde va l'attendre, tout le monde va chercher à le battre. Ça va être dur pour Étienne. Mais maintenant, Étienne est très fort également. Alors vous pourrez aussi voir tout ça parce qu'on a réussi, encore une fois, Canal Web. On est allé voir Jacques Rosselin et on lui a dit il faut faire un spécial Bacro tous les jours. Donc tous les matins, le lendemain matin de la ronde, vous aurez la partie de Bacro ou de Kasparov, ou peut-être la partie du jour, exceptionnellement, s'il y a une partie exceptionnelle, en léger différé par rapport au tournoi de Sarajevo. Et avec Stéphane, vous allez partir 2 ou 3 jours là-bas pour recueillir les impressions des joueurs à la fin du tournoi. Voilà, donc ça va être une couverture spéciale Sarajevo sur Diagonale. Tous les matins, à partir de la première ronde à 9h30, vous aurez votre flash Sarajevo avec le compte-rendu, les positions et les classements, la partie intéressante du jour, les anecdotes sur qu'est-ce qui se passe là-bas, qui fait quoi et pourquoi et comment. Donc tout sur Sarajevo, tous les matins en une demi-heure, 9h30, 10h. Et pour finir avec le diagonal spécial qui sera, je pense, le 29 mai, si je ne me trompe pas, vendredi 29 mai. Diagonal spécial avec le compte-rendu et peut-être même le reportage s'il est déjà fait. Alors on redonne les dates, c'est important pour vous, chers télénautes. C'est à partir du 17 mai, donc le lendemain matin, 18 mai, première partie, jusqu'au 29. Oui. Et tous les matins à 9h30, évidemment, vous l'aurez en différé, ça va être... Eh ben, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Étienne? Eh bien, un bon tournoi. Ah bon? Bon, chers télénautes, merci de nous avoir suivis. Cher Éloi, merci de nous avoir éclairés par tes commentaires. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.